Le jour où Paris a découvert que ses enfants pouvaient mourir à l'école, et que personne ne serait vraiment puni pour ça. Lundi 5 février 1973, 13h30. Le collège Édouard Pailleron, 20e arrondissement de Paris. Un établissement moderne, construit en 1962, 11 ans d'existence, 1000 élèves, des classes de la 6e à la 3e. Des enfants de 11 à 15 ans. C'est l'heure de la reprise après le déjeuner. Dans les couloirs, les élèves traînent encore un peu. Ils discutent, ils rigolent. Certains sont déjà en classe. D'autres montent les escaliers. La vie normale d'un lundi après-midi dans un collège parisien. Au sous-sol, dans la chaufferie, quelque chose est en train de mal tourner. Le bâtiment est chauffé par un système moderne. Du fioul, des canalisations, des radiateurs dans chaque classe. Tout est automatisé. Tout est censé être sûr. Sauf que ce jour-là, personne ne sait exactement ce qui se passe. Une fuite, une surpression, une défaillance. Ce qu'on sait, c'est qu'à 13h32, le fuel s'enflamme. L'incendie démarre dans les sous-sols. Violemment. Le fuel brûle à haute température. Les flammes se propagent le long des gaines techniques. Elles remontent. Elles suivent les canalisations. Elles grimpent dans les vides techniques que personne ne peut voir. Dans ces espaces cachés entre les murs et les plafonds. Et surtout, elles produisent de la fumée. Une fumée noire, épaisse, toxique, pleine de suie, de monoxyde de carbone, de produits chimiques issus de la combustion du fioul et des matériaux synthétiques qui tapissent les murs. Cette fumée monte, plus vite que le feu. Elle envahit les cages d'escalier. Elle se répand dans les couloirs. Elle s'infiltre sous les portes. Et en quelques minutes, elle transforme le collège en piège mortel. 13h35. 3 minutes après le début de l'incendie, une professeure, Madame Bellec, est en classe au premier étage. Elle fait cours à sa classe de 5e. 28 élèves. Des gamins de 12, 13 ans. Soudain, elle sent une odeur. Quelque chose qui brûle. Elle va à la porte. Elle l'ouvre. Le couloir est noir. Complètement noir. Une fumée si épaisse qu'elle ne voit pas à 2 mètres. Elle referme immédiatement. Elle se retourne vers ses élèves. On ne bouge pas. Restez calme. Mais elle n'est pas calme. Elle sait que quelque chose de grave est en train de se passer. Elle entend des cris dans les couloirs, des portes qui claquent, des pas précipités. Et cette fumée qui commence à entrer sous sa porte, dans d'autres classes, d'autres professeurs font la même découverte. Certains tentent de sortir avec leurs élèves. Ils ouvrent les portes. La fumée les aveugle immédiatement. Ils ne voient rien. Ils ne savent pas où aller. Certains font demi-tour. D'autres avancent à tâtons. Au 3e étage, dans une classe de 4e, le professeur prend une décision rapide. Il voit la fumée dans le couloir. Il referme la porte. Il cale des vêtements en bas pour empêcher la fumée d'entrer. Il ouvre les fenêtres en grand. Il dit à ses élèves de se pencher dehors, de respirer l'air frais, d'attendre les secours. Ces élèves-là survivront, tous. Mais au 2e étage, dans l'aile et du bâtiment, la situation est catastrophique. Là-bas, plusieurs classes ont essayé de sortir en même temps. Les professeurs ont ouvert les portes. Les élèves se sont précipités dans les couloirs enfumés. Ils cherchent les escaliers. Ils ne voient rien. Ils toussent. Ils pleurent. Ils paniquent. Dans la fumée, on perd ses repères. On ne sait plus où on est. On croit aller vers la sortie et on s'enfonce plus profondément dans le bâtiment. Les enfants se bousculent. Certains tombent. D'autres trébuchent sur eux. Et pendant ce temps, le feu monte. Les flammes atteignent le 1er étage, puis le 2e. Les escaliers deviennent un piège. La chaleur est insupportable. La fumée vous brûle les poumons à chaque inspiration. 13h40. 8 minutes après le début de l'incendie. Les premiers appels aux pompiers arrivent. Des habitants du quartier ont vu la fumée. D'autres ont entendu les cris. Les pompiers de Paris sont alertés. Ils partent immédiatement. Caserne de Ménilmontant. 3 minutes de trajet. Mais 3 minutes, dans un incendie, c'est une éternité. Quand les pompiers arrivent, à 13h43, le spectacle est apocalyptique. De la fumée noire sort de toutes les fenêtres du bâtiment. Des flammes lèchent la façade. Et aux fenêtres, des enfants.
Des dizaines d'enfants, qui crient, qui appellent au secours, qui tendent les bras. Le commandant qui arrive en premier sur place comprend immédiatement. C'est grave, très grave. Il demande des renforts, beaucoup de renforts. Il fait établir les grandes échelles, il envoie ses hommes à l'intérieur. Les pompiers entrent dans le bâtiment. Ils sont équipés, masques à oxygène, combinaisons. Mais même pour eux, c'est difficile. La fumée est si dense qu'on ne voit pas à 30 cm. La chaleur est écrasante. Et il y a ce bruit, les cris, partout, des enfants qui appellent, qui pleurent, qui suffoquent. Les pompiers progressent à tâtons. Ils fouillent les couloirs, ils ouvrent les portes. Dans certaines classes, ils trouvent des élèves et des professeurs terrés, choqués mais vivants. Ils les évacuent, ils les font descendre par les escaliers extérieurs, par les échelles. Mais dans l'aile est, au 2e étage, ils ne peuvent pas passer. Les flammes sont trop intenses. La chaleur les repousse. Et derrière ces flammes, ils entendent des voix, des enfants, coincés. Un pompier témoignera plus tard. Il dira qu'il entendait les cris, qu'il voyait les ombres bouger derrière les flammes, qu'il a essayé, encore et encore, mais qu'il ne pouvait pas passer, que la chaleur était telle qu'elle faisait fondre son équipement. Il dira qu'il n'oubliera jamais ces voix, ces appels au secours qu'il ne pouvait pas atteindre. À l'extérieur, c'est le chaos. Les parents arrivent. Ils ont entendu à la radio. Ils ont été prévenus par des voisins. Ils courent vers le collège. Ils voient la fumée de loin. Ils se mettent à courir plus vite, le cœur qui bat, la peur au ventre. Devant les grilles, il y a déjà une foule. Des enfants qui ont réussi à sortir. Des professeurs en état de choc. Des pompiers qui font des allers-retours. Des ambulances qui arrivent les unes après les autres. Les parents cherchent leurs enfants. Ils scrutent les visages. Ils appellent les prénoms. Certains retrouvent leurs enfants. Ils les serrent dans leurs bras. Ils pleurent de soulagement. D'autres ne les trouvent pas. Ils interrogent tout le monde. Les professeurs, les pompiers, les autres élèves. Personne ne sait. La confusion est totale. Certains enfants sont peu, être encore à l'intérieur. Ou peu, être déjà emmenés à l'hôpital. Ou peu, être... Une mère, Madame Léger, cherche sa fille, Nathalie, 13 ans, 5e B. Elle la cherche pendant des heures. Elle fait tous les hôpitaux, toutes les listes. Elle refuse de comprendre. Jusqu'à ce qu'un policier, le lendemain matin, vienne sonner à sa porte. Et là, elle sait, sans qu'il ait besoin de parler. Elle sait. 14h15, l'incendie est maîtrisé. Les flammes sont éteintes. Mais la fumée continue de s'échapper du bâtiment. Les pompiers continuent de fouiller. Ils cherchent des survivants. Ils n'en trouveront plus. Ce qu'ils trouvent, ce sont des corps. Dans les escaliers, dans les couloirs, entassés près des portes qu'ils n'ont pas pu ouvrir. Des enfants morts asphyxiés, d'autres brûlés, certains encore enlacés. Comme s'ils s'étaient tenus la main jusqu'au bout. Le bilan tombe dans la soirée. 16 élèves morts, 4 adultes, 3 professeurs et une surveillante. Plus de 60 blessés, certains gravement, brûlés, intoxiqués par les fumées. 6 enfants, 6 familles détruites, 6 cercueils trop petits. Paris est sous le choc. La France entière est sous le choc. Comment est-ce possible? Comment peut-on mourir brûlé vif dans une école? Au cœur de Paris, en 1973. L'enquête commence immédiatement. Les experts arrivent sur place. Ils examinent les décombres. Ils analysent la structure du bâtiment. Ils interrogent les témoins. Ils cherchent les responsables. Et ce qu'ils découvrent est accablant. Le collège Pailleron n'était pas aux normes. Les cages d'escalier n'étaient pas cloisonnées. Elles permettaient à la fumée et au feu de se propager librement d'un étage à l'autre. Les matériaux utilisés pour la construction étaient inflammables. Les revêtements muraux, les faux plafonds, tout ça brûlait facilement et dégageait des fumées toxiques. Il n'y avait pas de système d'extinction automatique, pas de sprinkler. Les détecteurs de fumée étaient insuffisants. Certains ne fonctionnaient même pas. Les sorties de secours étaient mal signalées. Certaines portes étaient fermées à clé. D'autres ouvraient dans le mauvais sens. Les élèves et les professeurs n'avaient jamais fait d'exercice d'évacuation sérieux. Le bâtiment était une bombe à retardement. Et tout le monde le savait. Des rapports avaient été faits,
Des inspecteurs avaient signalé des problèmes. Des professeurs s'étaient plaints, mais rien n'avait été fait. Parce que ça coûtait cher, parce que ce n'était pas prioritaire, parce qu'on pensait que ça n'arriverait jamais, jusqu'à ce que ça arrive. Le procès aura lieu en 1978, 5 ans après le drame. Des architectes seront jugés, des entrepreneurs, des responsables administratifs. Certains seront condamnés, des peines légères, des amendes, des sursis. L'architecte en chef du bâtiment dira qu'il n'était pas responsable, que ce n'était pas sa faute si les normes n'avaient pas été respectées, que c'était la faute des entrepreneurs, des contrôleurs, de tout le monde sauf de lui. Les entrepreneurs diront qu'ils avaient suivi les plans, que ce n'était pas à eux de vérifier les normes, que c'était le travail des architectes, des bureaux de contrôle. Les bureaucrates diront qu'ils n'avaient pas les moyens de tout vérifier, qu'il y avait des milliers de bâtiments à contrôler, qu'ils ne pouvaient pas être partout. Personne ne prendra vraiment la responsabilité. Personne ne dira « c'est ma faute, j'ai tué ces enfants par ma négligence ». Les familles assisteront au procès. Elles écouteront les excuses, les justifications, les mensonges, et elles ne comprendront pas. Comment peut-on tuer 6 enfants et s'en sortir avec une amende? Mais le drame de Pailleron aura quand même des conséquences. Après l'incendie, la France a complètement revu ses normes de sécurité incendie dans les établissements scolaires. De nouvelles lois ont été votées, plus strictes, plus contraignantes. Les matériaux inflammables ont été interdits. Les cages d'escalier doivent être cloisonnées. Les sorties de secours multipliées. Les systèmes de détection et d'extinction rendus obligatoires. Les exercices d'évacuation réguliers et sérieux. Des milliers d'écoles ont été mises aux normes. Des travaux ont été faits. Des millions de francs ont été dépensés. Ce qui n'avait pas été fait avant parce que ça coûtait trop cher a été fait après. Parce que 16 enfants étaient morts. C'est toujours comme ça. On attend la catastrophe pour agir. On attend les morts pour comprendre. On attend le drame pour changer les règles. Pour les survivants de Pailleron, la vie a continué. Difficilement, les élèves qui étaient là ce jour-là ont porté ce traumatisme toute leur vie. Certains ont fait des cauchemars pendant des années. D'autres ont développé des phobies. La peur du feu, la peur des espaces clos, la peur des foules. Ils se souviennent de l'odeur. Cette odeur de fumée mêlée de brûlé. Ils la sentent encore parfois, dans leur tête, quand ils passent devant un feu de cheminée, quand ils croisent un camion de pompiers. Ils se souviennent des cris, de la panique dans les couloirs, de la fumée qui vous aveugle et vous étouffe, de la sensation de ne plus pouvoir respirer. Ils se souviennent des visages, leurs camarades, ceux qui ont survécu et ceux qui sont morts. Ces visages qu'ils ne reverront plus jamais, ces rires qu'ils n'entendront plus. Une survivante, Martine, aujourd'hui âgée de 65 ans, raconte qu'elle était en classe de 5e, qu'elle était assise à côté de sa meilleure amie, Sophie. Quand la fumée est arrivée, le professeur leur a dit de sortir. Elle se tenait la main, elle courait dans le couloir. Puis Martine a trébuché, elle est tombée. Sophie a continué. Martine s'est relevée. Elle a cherché Sophie dans la fumée. Elle ne l'a pas trouvée. Elle a fini par sortir seule. Sophie est morte dans l'escalier, asphyxiée. Elle avait 13 ans. Martine dit qu'elle pense à elle tous les jours, depuis 51 ans, tous les jours. Elle se demande si Sophie l'a cherchée, si elle l'a appelée, si elle a eu peur, si elle a souffert. Elle dit qu'elle porte cette culpabilité. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je survécu et pas elle? Ces questions qui n'ont pas de réponse, ces questions qui vous rongent. Les familles des victimes se sont battues pour que leurs enfants ne soient pas oubliés, pour que leur mort serve à quelque chose, pour que ça ne se reproduise plus jamais. Elles ont créé une association. Elles ont milité pour le changement des normes. Elles ont témoigné, encore et encore, devant les commissions, devant les médias, devant les tribunaux. Elles ont refusé que leurs enfants meurent pour rien. Et grâce à elles, grâce à leur combat, des milliers d'autres enfants ont été sauvés. Parce que les écoles sont devenues plus sûres. Parce que les normes ont changé. Parce que personne ne voulait revivre Pailleron. Le collège Édouard Pailleron a été démoli en 1981, 8 ans après le drame. On ne pouvait pas laisser ce bâtiment debout. Trop de morts, trop de douleurs, trop de mémoire.
Un nouveau collège a été construit à sa place. Moderne, sûr, conforme à toutes les normes. Il porte toujours le nom d'Édouard Pailleron. Mais à l'entrée, il y a une plaque. Une plaque qui porte les noms des 6 élèves et des 4 adultes morts le 5 février 1973. Tous les ans, le 5 février, il y a une cérémonie. Les familles viennent, les anciens élèves aussi, certains professeurs qui étaient là ce jour-là. Ils déposent des fleurs, ils se recueillent. Ils lisent les noms, un par un. Nathalie Léger, 13 ans. Jean-Marc Bélanger, 12 ans. Sophie Dumont, 13 ans. Et tous les autres. 16 enfants qui sont partis à l'école un lundi matin et ne sont jamais rentrés. Leurs parents sont vieux maintenant. Certains sont morts, emportant leur douleur avec eux. Leurs frères et sœurs ont vieilli. Ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Mais il y a toujours ce vide, ce manque, cette place vide à table. Une mère a dit un jour, on ne se remet jamais de la mort de son enfant. On apprend à vivre avec, mais on ne guérit pas, jamais. L'histoire de Pailleron, ce n'est pas juste l'histoire d'un incendie. C'est l'histoire de ce qui se passe quand on économise sur la sécurité, quand on ignore les alertes, quand on se dit que ça n'arrivera jamais, jusqu'à ce que ça arrive. C'est l'histoire de la responsabilité, ou plutôt de l'absence de responsabilité, de tous ces gens qui ont contribué au drame par leur négligence, leur incompétence, leur cupidité, et qui n'ont jamais vraiment payé. C'est l'histoire de familles brisées, d'enfants traumatisés, de vies arrêtées net un lundi après-midi de février. Mais c'est aussi l'histoire d'un combat. Le combat de familles qui ont refusé que leurs enfants meurent pour rien, qui se sont battus pour changer les lois, pour protéger les autres, pour que Pailleron ne se reproduise plus. Et ça, c'est important, parce que leur combat a sauvé des vies, des milliers de vies. Tous ces enfants qui vont à l'école aujourd'hui dans des bâtiments sûrs, qui ne courent plus le risque de mourir brûlés dans leur salle de classe. Ils ne le savent pas, mais ils le doivent, en partie, aux victimes de Pailleron. 51 ans après, la mémoire est toujours là. Les plaques commémoratives, les cérémonies, les témoignages. On n'a pas oublié. On ne doit pas oublier. Parce que l'oubli, c'est ce qui permet aux tragédies de se répéter. Quand on oublie, on baisse la garde. On se dit que c'était avant, que maintenant c'est différent, que ça ne peut plus arriver. Mais ça peut toujours arriver. Si on ne reste pas vigilant, si on laisse les normes se relâcher, si on écoute ceux qui disent que la sécurité coûte trop cher. Les 6 enfants de Pailleron sont morts parce que quelqu'un a pensé que la sécurité coûtait trop cher, parce que quelqu'un a choisi d'économiser quelques milliers de francs, et ces économies ont coûté 16 vies. C'est ça, la leçon de Pailleron, le prix de la négligence, le coût de l'inconscience, la facture qui finit toujours par arriver et qui se paye en vies humaines. Alors on se souvient, on raconte, on transmet, aux enfants, aux petits-enfants, à tous ceux qui n'étaient pas nés ce 5 février 1973. On leur dit ce qui s'est passé. On leur dit pourquoi c'est arrivé. On leur dit que ça ne doit plus jamais arriver. Et on espère que cette mémoire servira, que ces morts ne seront pas oubliés, que leur sacrifice, involontaire et injuste, aura au moins servi à protéger les générations futures. Quelque part à Paris, dans le 20e arrondissement, il y a un collège moderne, sûr, où des centaines d'enfants vont chaque jour sans peur, sans danger. À l'entrée, il y a une plaque. 16 noms, 16 enfants qui ne vieilliront jamais, qui resteront pour toujours dans la mémoire collective comme les victimes de Pailleron. Leurs camarades ont aujourd'hui 65 ans. Certains sont grands-parents. Ils ont vécu, ils ont construit des vies, des familles, des carrières. Mais ils n'ont jamais oublié. Ce lundi après-midi où tout a basculé, où ils ont compris que la mort pouvait venir vous chercher n'importe où, même à l'école, même dans un endroit où vous devriez être en sécurité. Si vos parents ou grands-parents ont vécu le drame de Pailleron, si vous avez des témoignages à partager, faites-le dans les commentaires. Et abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Chaque like et chaque commentaire compte vraiment. Merci d'être là.